Bonjour tout le monde. Tac, voilà. Donc on passe sur les composants, enfin maintenant sur quelques composants de cette plateforme idéale. On a parlé de différentes... je ne sais pas si je parle assez bien le micro. Ouais, prêt, non, ok. Pardon. Donc voilà, on a parlé de la plateforme idéale. Dans la plateforme idéale, il y a beaucoup de choses, techniques ou organisationnelles, etc. Là, on va faire le focus avec Julien sur deux composants en particulier, Trino et Iceberg. Sachant que moi, je vais parler un petit peu de le côté plus générique. Qu'est-ce que c'est Trino, qu'est-ce que c'est Iceberg? Apparemment, déjà, beaucoup de gens connaissent Iceberg. Donc, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais on pourra aller dans le détail si vous avez des questions, etc. Et puis Trino, pareil, je ne sais pas qu'est-ce que vous connaissez de Trino. Je vais l'expliquer. Puis s'il y a des questions plus détaillées, on verra. Et Julien, derrière, ira plus sur Iceberg Trino dans la data platform de OVH, comment ça a été implémenté, les spécificités. Donc, je vais commencer. Julien, je te laisse te présenter. Puis, Oui, donc moi c'est Julien Théokin, je suis team lead de Lakehouse au sein de OVH. Et du coup, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a commencé à travailler avec Trino et Iceberg. Et du coup, notre rôle c'est d'implémenter cette stack au sein de la data platform. voilà. Donc, du coup, voilà, ça c'est l'agenda. Petite introduction de chacun de nous. Trino, Iceberg, quoi, comment, pourquoi, je vais l'expliquer en un quart d'heure. Retour d'expérience, après Julien, sur vraiment l'implémentation, parce que c'est vaste, Trino, Iceberg, on peut faire plein de choses, donc Julien va expliquer. Et puis après, questions-réponses, là où tout à l'heure, autour du verre. Donc, l'introduction. Donc moi, Victor, je suis aussi architecte solution, chez Starburst. Alors rapidement, je ne vais pas vous faire la vie de Starburst, mais ça donne un petit peu l'histoire de Trino aussi. Starburst, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la version entreprise de Trino, comme je sais pas, un Confluent pour Kafka. Donc nous, Starburst, on existe depuis 2017, on est 500 employés, c'est une boîte américaine. Donc Starburst a été créé par des gens de Teradata et les gens de Facebook qui ont créé Presto Trino. Donc là, je rentre un petit peu dans l'histoire. Trino, en fait, pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, c'est le nouveau nom de Presto. En fait, ils ont dû renommer Presto en Trino pour des questions de légal. Presto, ça a été créé chez Facebook en fait, pour remplacer le moteur Hive, pour faire du SQL très rapide sur HDFS. Parce que Hive, c'est bien, mais vous voulez faire des requêtes en 2 secondes, c'est pas évident. Donc, ils ont créé Presto chez Facebook pour faire sur les terras de données des belles requêtes. Ça a été mis en open source. Et après, il y a eu un fork, il y a eu 2 branches, PrestoDB et PrestoSQL. PrestoDB continue sa vie quelque part, et PrestoSQL, ils ont dû renommer ça en Trino pour des questions de contraintes légales, parce que le trademark a été gardé pour Facebook. Bref, les fondateurs de Presto, avec des gens de Teradata, ont créé Starburst. Donc Starburst, aujourd'hui, on fait pas de 100%, je pense qu'on fait quand même moins. Enfin, il y a d'autres personnes qui contribuent sur Trino. Major, on est les premiers committeurs sur Trino, et donc on offre une version entreprise de Trino, on-prem ou cloud, etc. Donc, on va parler de Trino et Iceberg. Et à la fin, nous, on ne parle pas de data plateforme idéale, on parle un peu de Open Data Lakehouse. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'a développé du coup OVH. Et on va voir pourquoi c'est bien tout ça. Donc déjà, Trino. Alors, je ne sais pas qui connaît Trino. Tout le monde connaît Trino? Ouais, quand même. Okay. Alors, il y a quand même pas mal de gens qui ne connaissent pas, donc je vais rappeler. Et je vais expliquer comment ça marche. C'est un moteur SQL, open source, très performant, distribué. C'est du calcul distribué. C'est pas du Spark, mais c'est du Trino. Donc c'est distribué, MPP, Massivement Parallel Processing, conçu pour requêter des grands volumes de données, créé chez Facebook pour requêter des pétas de données sur HDFS, mais pas que. Ça peut permettre de se connecter aussi à plein de sources de données pour faire ce qu'on appelle de la fédération. On verra, on peut faire en SQL, on peut faire une jointure entre Kafka, Mongo, Oracle et Hadoop. Zéro stockage. Trino, il y a zéro stockage. C'est un moteur. Il n'y a jamais de stockage. On pourra parler un petit peu du cache, mais c'est un moteur. Donc ça, c'est la définition. Donc, qu'est-ce que c'est Trino? Moteur open source, grosse communauté, j'en reparlerai un petit peu. Haute performance, encore une fois, c'est du calcul distribué, MPP. Évidemment, on a un query optimizer, on prend la requête, on l'optimise pour la distribuer sur les nœuds du cluster. Ça supporte, ça c'est un gros problème de Facebook, la concurrence, haute concurrence d'accès, 2, 3, 10, 100 users. Après, il suffit de scaler, augmenter la taille du cluster pour scaler. Donc, c'est très scalable comme moteur. Pas de vendeur locking, encore une fois, chacun peut l'installer. Même on commence à enlever des librairies spéciales qu'il y avait spécifiquement sur Hadoop, pas de stockage. On peut faire ça sur du S3, du ADLS, du GCS, du HDFS, etc.
Pas de locking en termes de fichiers de format ou de table, hein, que ce soit là on va parler d'iceberg, mais ça peut être du Delta Lake, du Parquet, de l'ORC, du JSON, etc. Pas locké sur une database. Flexible, je peux faire du SQL sur n'importe quoi. C'est vraiment, on découpe donc le stockage et le compute, parce que c'est que du compute. Donc le stockage, c'est du S3 là dans OVH, c'est un stockage S3 objet particulier. Et le but du jeu, c'est faire, comme on disait tout à l'heure, faire moins d'ETL, moins de déplacement des données. Donc voilà, donc ça c'est projet open source, moteur, scalable, haute performance. No vendor locking est flexible pour faire un peu du SQL sur tout et n'importe quoi. Donc comme je disais, il y a une grande communauté, donc il y a un Slack, il y a des broadcasts qui sont intéressants tous les mois, avec des sujets variés, avec des partenaires, même OVH pourrait participer au broadcast de Trino si vous voulez. Il y a un Slack assez intéressant, donc vous voyez pas mal de membres, des contributeurs, donc une belle communauté qui est assez active. Par exemple, il y a une release, il y a une version de Trino tous les mois. Donc vous imaginez, tous les mois, il y a des nouvelles choses, il y a des correctifs. Donc évidemment, c'est dur de se mettre à jour tous les mois, mais ça bouge pas mal en termes de contribution et de commits. Donc ça, c'est la communauté. En termes de comment ça marche, rapidement, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis ça, mais c'est intéressant de voir qu'en effet, c'est un système de cluster. Donc j'envoie une requête SQL qui vient de n'importe quoi, qui vient d'un moteur de BI, qui vient de... Il y a des librairies Python, on peut envoyer du SQL, ça peut venir d'une API REST, ça peut venir de ce que vous voulez. Il y a un nœud dans le cluster qui s'appelle le coordinateur, qui prend la requête, qui la parse, et ensuite qui va rechercher les métadatas dans les sources de données. Donc ça, c'est des exemples de logos. On peut se connecter donc au fameux data lake, à des formats de table, Delta, Iceberg, Hive, etc., à des bases de données relationnelles, Cloud OnePrem, à du NoSQL, pourquoi pas se connecter à un Cassandra, un Elastic, un Kafka, etc. Donc, le coordinateur, il va rechercher les métadatas et les statistiques, parce qu'il a besoin de savoir un petit peu la tête des données, parce que c'est des grosses données, des petites données, etc. Et en fonction de ces statistiques, en fait, la requête, elle va être distribuée dans les workers. Donc là, on a des nœuds qui s'appellent les workers. Donc la requête, elle est schedulée, elle est distribuée. Et dans un monde distribué, vous savez qu'il y a, par exemple, faire une jointure. Comment je fais une jointure dans un monde distribué? Il y a les jointures à gauche, à droite, il y a de broadcast, etc. Vous savez que ça, c'est automatique. En fonction des stats, si je fais une jointure entre une grande table et une petite table, on va pousser la petite table sur les nœuds sur les workers. Enfin bref, en fonction des informations, la requête, elle est schedulée. Donc là, ensuite, tous les workers vont gérer une partie de données et chaque worker en parallèle vont aller rechercher les informations dont il a besoin pour faire le processing SQL et renvoyer la donnée au client. Okay, donc pas de stockage, c'est du process in memory, c'est du Java, c'est une memory en Java pour faire ce calcul distribué. Donc voilà un petit peu comment ça marche, il n'y a pas de mystère, c'est assez simple et assez, on va dire, intuitif sur comment marche un cluster Trino. Donc après, l'écosystème, ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper ouvert et c'est très dynamique. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est les connecteurs. Donc on va connecter évidemment des data lakes, des data lakehouse, des object storage, des HDFS. Vous voyez ici, j'ai mis une requête. Dans une requête, donc c'est là où les gens ils se disent « Ah oui, ça y est, je comprends ». Je fais une jointure entre Hive, Mongo et Oracle. Okay, je fais une requête. Et ma donnée, elle reste dans Mongo, elle reste dans Oracle, elle reste dans HDFS. Mais depuis un Dbeaver, depuis Power BI Tableau, je fais une requête qui me fait une jointure entre tout ça. Donc le processing, il va être fait dans Trino. Donc plein de connecteurs. Vous voyez ici des connecteurs qui arrivent encore assez régulièrement dans la communauté. Vous pouvez même développer, vous pouvez même implanter votre propre connecteur en Java, s'il manque un connecteur. Donc voilà. Alors après, pareil, sur le data lake, on va supporter des catalogues spécifiques, comme du Glue, du Unity Catalog, du Polaris, etc. Les fameux Metastore ou catalogues de données pour se connecter à tout ça. Donc pour les connecteurs, un bel écosystème qui grossit avec différents connecteurs. Vous voyez, la liste ne fait que de grandir. Les clients, les drivers, donc ça c'était les sources, sur quoi je me connecte pour faire du SQL. Maintenant, comment j'attaque tout ça? Et les plugins. Donc pareil, c'est hyper vaste, c'est hyper varié. Donc des clients, vous voyez, on peut attaquer ça via du JDBC, de l'ODBC. Il y a des gens qui ont fait des librairies JavaScript, .NET, Python, une belle librairie Python. Il y a des plugins dans DBT. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc il y a un API REST. Donc on peut même soi-même implémenter son plugin pour un event lister, faire son connecteur, faire son UDF. On peut développer son propre UDF en Java, même si maintenant on a des UDF en SQL. Et puis il y a des composants
comme par exemple des connecteurs vers Open Lineage pour récupérer le lineage. Hein. Je fais une vue, je fais une belle requête, mais j'ai envie de voir le lineage. Vers OPA pour la sécurité. Il y a même un plugin dans Apache Ranger. Des Helm charts pour déployer ça. Trino Gateway, donc Julien en parlera. C'est un composant au-dessus de Trino pour faire du proxy, quoi. Donc voilà, pas mal de composants pour se connecter à l'écosystème. Donc ça, par exemple, c'est les clients, okay, des clients qui vont pouvoir se connecter à du Trino. Okay. Donc super riche, et il y a plein de gens qui continuent à faire des choses à droite à gauche. Comment on l'utilise? Je regarde l'heure, je ne sais pas l'heure. C'est bon, je suis dans les 19h11. Ouais, okay. Donc Interactive Data Analytics, hein, c'est vraiment les gens qui font des requêtes ad hoc pour faire de la data vise, pour faire de la BI, c'est-à-dire que je veux explorer ma donnée, je veux requêter des gros volumes de données avec une faible latence évidemment, mais aussi je veux faire des croisements entre mon Oracle et ma base de données et mon Go et mon Data Lake sans avoir à faire de l'ETL. Puis peut-être qu'un jour je me dis tiens, à ce moment-là c'est bien de faire de l'ETL parce que peut-être en termes de paire ça serait mieux, mais au moins c'est intéressant. Donc Interactive Data Analytics, High Performance Data Lake. Donc là, dès que vous avez du Data Lake, de l'Object Storage, de l'HDFS, des fichiers, ça marche super bien. Peut-être un des meilleurs moteurs au monde. Enfin, ouais, après, il y a les benchmarks, j'en parle pas parce que c'est toujours c'est très compliqué de faire des matchs, mais c'est un super moteur très performant. Donc peut-être qu'OVH pourra le dire aussi. Hein, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ça. Fédéré, donc là c'est ce que je disais, hein, faire des jointures entre tout et n'importe quoi, entre Kafka et Mongo et Hive et Snowflake, pourquoi pas. Et puis ce qui est intéressant, c'est un moteur SQL. Donc c'est pas que du select. On sait faire de l'insert, on sait faire de l'update. Et donc il y a des gens, il y a à peu près 10-20% des clients qui font de l'ETL, de ELT. Ils font select, insert into, select from. Ok ? Donc on peut comme ça bouger la donnée entre mon Oracle et mon Hive avec du SQL. Parce que je fais de l'insert, parce que je fais de l'update. Okay. Alors après, il faut le scheduler. On fait pas du batch, on fait pas du bulk load, on fait pas du scheduling, on fait pas du CDC, mais on peut bouger la donnée ou la transformer. Parce que même dans Trino, maintenant, on a ce qu'on appelle le retry, quelque chose pour faire du batch. Vous avez des requêtes qui durent une demi-heure, 1 heure, 3 heures. On va faire du retry automatique. S'il y a un worker qui tombe, la requête elle va repartir automatiquement. Enfin bref, on a des choses aussi pour faire du batch, pour faire de l'ETL, pour faire du transformation. Okay, c'est pas que du SQL avec une requête qui dure 2 secondes. Okay, donc plein de use case dès qu'on va faire de l'ETL. Donc c'est ce que je disais ici. Du batch sans failure, parce qu'avec ce qui s'appelait avant tardigrade, qui permettait de reprendre sur événement. Tac, tac, alors je passe vite parce que je pense que je vais être en retard. Iceberg. Donc Iceberg, ça a été créé chez Netflix en 2017, donc ça vous connaissez peut-être déjà, sachant que Netflix est un gros utilisateur de Trino, donc ils ont fait du Trino sur Iceberg assez rapidement. Donc en gros, Iceberg, ça, vous l'avez peut-être su, mais ça résout les problèmes de Hive. Hive, c'est bien quand on fait du data lake, mais c'est pas évolutif en termes de partition, en termes de changement de schéma, en termes d'acidité, en termes de transaction. Je ne peux pas faire un insert, un update, un delete dans Hive, c'est pas évident. Je peux le faire, mais à certaines conditions. Et bref, depuis 3 ans, ça c'est une slide qui date d'il y a 2 ans, donc depuis il y a plein de moteurs. Donc le but du jeu, c'est qu'il y a plein de moteurs différents. On voit Trino, Starburst, mais plein de moteurs différents qui peuvent utiliser les tables au format Iceberg, sachant que ces tables sont basées sur des fichiers qui sont soit de l'ORC, du parquet, de l'Avro. Iceberg, c'est un format de table. En dessous, il y a des fichiers. Mais il faut quand même un moteur pour les attaquer. Et sans moteur, on ne fait rien. Et Iceberg, évidemment, ça peut reposer sur des stockages différents. Et Iceberg, en fait, c'est quoi? C'est là où c'est intéressant. Ça rejoint le monde du warehouse. Okay. Donc là, c'était notre ami Brian, qui était un ancien avocat dev chez Starburst sur Trino. C'est rigolo, en front, c'est du data warehouse, parce que j'ai toutes les fonctionnalités SQL, je peux faire du merge, de l'update, du delete, de alter table, etc. Donc c'est un data warehouse en front, mais derrière, c'est quoi? Derrière, c'est du lake. Derrière, c'est des objets, c'est des fichiers. Okay, donc c'est scalable comme un lake, à low cost, c'est pas cher de stocker des fichiers dans du stockage objet. On sépare vraiment le compute et le storage, les deux peuvent scaler de manière indépendante. Et puis je peux faire évoluer le schéma, les partitions, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le lakehouse. Lakehouse, c'est la contraction de warehouse et lake. Okay. Donc voilà, donc ça c'est, vous connaissez déjà. Je passe pas peut-être dans toutes les fonctionnalités parce que vous connaissez, mais voilà, ça amène plein de choses. L'évolution des schémas,
des partitions, on n'est pas obligé de partitionner tout, même si on veut avoir des bonnes perfs. Évolution des partitions à la volée, l'acidité. Hein, on pourra faire des transactions acides sur un lake, sur des fichiers, dans un data lakehouse. Alors évidemment, il va falloir que je fasse de la compaction, de l'optimisation, hein, parce qu'il y a plein de fichiers qui vont être créés dans tous les sens. Donc il va falloir que je manage tout ça. Mais dans Trino, il y a des fonctions pour faire tout ça. Time travel, c'est pour revenir à une ancienne version. En fait, dès que je fais des choses, il y a un versionning qui est fait. Les performances, évidemment, avec des choses particulières. Et puis, on n'est plus obligé de faire que du Hive Metastore. On peut utiliser des Metastore Polaris, Unity, REST API, etc. Donc, plein de bénéfices. Et en plus, ça évolue assez vite en termes de fonctionnalité. Donc, vous l'avez compris, Iceberg plus Trino, c'est quand même assez sympa. Il y a des grosses sociétés qui font ça. Donc voilà, chez Netflix, ils ont fait assez rapidement du Trino et Iceberg. Donc c'est vraiment un couple qui marche très très bien. Okay, le connecteur Trino Iceberg, voilà, il supporte tout. On peut faire des vues matérialisées dans Iceberg. On peut faire du DML, etc. Alors évidemment, il y a des choses. Iceberg va vite, donc Trino va peut-être pas supporter les dernières choses, mais les développeurs Trino, voilà, supportent le partitioning, les sort tables, même des fonctions pour migrer les tables Hive, le format Hive au format Iceberg, etc., etc. Donc le connecteur Iceberg Trino, il est assez bien fait. Okay. Voilà, la roadmap. Enfin, j'ai trouvé ça comme information. Donc, sur Git, vous avez, si ça vous intéresse, les PR, donc tout ce qui est les change requests et les demandes par rapport à les pull requests sur Iceberg. Le connecteur, il va supporter, là, bientôt, ils sont en train d'étudier sur le branching et le tagging. Dans Iceberg, il y a possibilité maintenant de faire comme un peu dans Git, différentes branches, et puis même taguer ces branches. Donc, ça va être supporté. Je ne sais pas encore trop comment, mais dans Trino, a priori, on pourra choisir sur quelle branche je veux requêter. Le support de nouveaux types, nanosecond, variantes. Il continue à travailler sur l'intégration avec des nouveaux catalogues, donc Polaris. Le support aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, Amazon qui a sorti des types de buckets spécialisés sur Iceberg, donc supportés par Trino. Continue à supporter d'autres Metastore, vous voyez, même Google avec BigQuery sort son Metastore, donc pourquoi pas attaquer de l'iceberg depuis Trino via le Metastore de Google. Hein, parce qu'il faut un Metastore, il faut un catalogue, que ce soit le REST API de Iceberg, que ce soit un Metastore X ou Y, voilà. Pareil, supporter maintenant en écriture, parce que par rapport à Databricks, c'était qu'en lecture pour l'instant, ce catalogue. Et juste pour information, il y a la semaine prochaine un summit Iceberg aux États-Unis. Le 9, c'est virtuel. Donc je pense qu'il y aura encore des nouveautés, des annonces. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, de voir ça la semaine prochaine. Donc voilà, j'en ai fini, je vais passer la main à Julien, mais voilà, vous voyez la Open Data Lakehouse, hein, c'est un peu marketing, mais vous mettez du Trino, Iceberg, alors, il y a toujours Delta et UD qui sont là, mais Iceberg, se connecter à des fichiers de format X ou Y, des object storage X ou Y, et puis en plus, vous pouvez vous connecter à d'autres sources de données. Donc voilà, là je passe, parce que vous aurez les slides peut-être, mais c'est les bénéfices d'un Lakehouse, mais je pense que Julien va parler de tout ça. Voilà. Hop. Ok. Merci Victor pour cette introduction. Donc, de mon côté, je vais essayer de vous partager comment on a construit chez OVH Cloud autour de Trino et Iceberg. Donc, l'objectif, c'était d'avoir une plateforme de data partagée entre plusieurs équipes, tout en restant souverain, interopérable et sur une stack open source. Donc, cette stack, elle est en production depuis dans quelques jours. Donc, je vais vous montrer comment elle fonctionne et ce qu'elle peut changer, comment elle fait pour nous. Alors, pour ajouter du contexte, avant de rentrer dans le détail technique, je voulais rapidement poser le contexte de ce qu'on cherchait à faire avec cette plateforme. Donc, c'était de construire une plateforme de données mutualisée. Ensuite, d'avoir des multiplicités de workloads, donc pour faire de la BI, du debug, de l'exploration ad hoc, des équipes distribuées, donc besoin de découplage de compute et de storage, et une forte volonté de maîtrise de la stack et de la montée en charge. Donc l'objectif, c'était de donner accès à plusieurs équipes produites en toute autonomie, centraliser la gouvernance et les métadonnées grâce au REST Catalog, garantir la souveraineté et la conformité, et l'open source.
Donc ce schéma il montre la séparation entre, claire entre les couches de notre architecture. Donc en bas, on a l'ingestion grâce à des engines. Donc il y a PyIceberg, ensuite Apache Spark et aussi Trino. Donc ensuite la metadata layer qui est donc tout autour de Iceberg et la data consumption layer qui est Trino. Donc ce modèle nous permet de faire évoluer chaque couche indépendamment. Par exemple, on peut changer d'un moteur d'ingestion ou ajouter un moteur de lecture sans remettre en cause les données ou leur format. Alors ici, on voit les différents outils qui interagissent avec Iceberg dans notre stack. On a Trino pour les requêtages fédérés. Donc, ensuite, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que grâce à Iceberg, tous les moteurs peuvent lire et écrire dans le même format, sans friction. Et les requêtes de lecture sont particulièrement performantes avec Trino. Mais les requêtes, les écritures massives, par contre, on préfère passer par plutôt du PyIceberg ou du PySpark. Côté ingestion, donc on s'appuie principalement sur deux composants, Spark et PyIceberg. Les défis classiques d'un ETL, donc c'est toujours fusionner les données issues de différentes sources, donc assurer une insertion rapide et bâtir des pipelines fiables. Et on voulait faire ça sans sacrifier du coup la gouvernance et la performance. Donc pour vous donner un peu le schéma d'un typique flux de données. Donc cette slide, on va d'abord avoir de l'ingestion tout en bas, avec dans le lakehouse depuis diverses sources, donc du streaming, batch, base de données externe. Ensuite, on aura le processing, donc avec PyIceberg et Spark. Le stockage, donc avec Apache Iceberg. La gestion des métadonnées qui est permise grâce au REST Catalog. Et c'est aussi le composant qui va nous permettre de centraliser la gestion des métadonnées dans les tables Iceberg. Donc c'est l'accès, le format, les évolutions. Et par-dessus, donc on va utiliser Trino pour faire des requêtes SQL et les utiliser pour générer des rapports de BI, de reporting, data science et de machine learning. Pour entrer un peu plus en détail sur le REST Catalog, donc c'est vraiment le cœur de l'architecture. C'est ce qui permet de découpler les moteurs de requêtes, de stockage et des métadonnées. Donc on a un seul point de vérité pour les tables, c'est d'avoir un accès par plusieurs moteurs. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'on applique les règles de gouvernance. Et donc là, on essaie en haut, les moteurs au centre, et les REST catalogues. Donc vous avez plusieurs choix, Polaris, Unity, Gravitino. Et en bas, donc l'espace de stockage, nous, on est avec OpenIO. Donc pour parler un peu de Trino Gateway, pourquoi on a choisi d'utiliser cette techno. Donc en fait, ça va nous servir d'un point d'entrée unique pour toutes les requêtes SQL. Donc c'est un reverse proxy qui est capable de faire une passerelle de routage configurable pour plusieurs clusters Trino. Donc un des éléments clés dans l'architecture, c'est d'avoir ce proxy qui fait passerelle. Et l'avantage aussi, c'est que les utilisateurs n'ont qu'un seul point à configurer, peu importe où se trouve le cluster Trino cible. En arrière-plan, le gateway va router en fait toutes les requêtes de manière intelligente en fonction du type de requête, la charge et des sources de données. Donc ensuite, ça va nous permettre aussi de déployer plusieurs clusters Trino ou alors de faire des updates en utilisant les modèles Blue, Green et Canary, donc sans avoir des interruptions de service. Et bien sûr, grâce à Trino Gateway, donc on peut mettre derrière plusieurs clusters Trino, donc c'est une scalabilité transparente qui nous permet d'ajuster dynamiquement la capacité sans impacter les utilisateurs. Pour vous donner des use cases côté BI, donc on utilise pas mal, du coup Trino grâce aux différents drivers qu'ils proposent. On va exposer les moteurs de Trino et grâce au SQL, donc on va pouvoir
il va pouvoir fonctionner avec plein d'outils du marché qu'a présenté Victor, dont pour l'instant on est compatible avec Metabase, Apache Superset et Power BI, mais au fur et à mesure on va débloquer plusieurs outils. Pour vous donner un peu les idées de défis et de solutions qu'on a rencontrés sur l'implémentation, donc comme tout projet, évidemment on a rencontré des défis techniques. Donc les 4 points qu'on a voulu aborder, c'était l'observabilité. Donc c'est comprendre ce qui se passe sur Trino, sur les JobSpark. On a mis en place des dashboards Grafana avec des métriques qui sont exposées avec Prometheus. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est la sécurité des accès. Donc, on voulait une gestion fine, dynamique, sans devoir tout coder à la main. Donc, on s'est appuyé avec justement OPA pour gérer les ACL dynamiquement selon les utilisateurs ou les contextes. Et côté performance, donc on a aussi implémenté des jobs qui font de la compaction et des partitionnements de tables, donc pour vous garantir des temps de réponse stables et même avec un gros volume. Et enfin, donc c'était les compatibilités avec les outils BI qui, au fur et à mesure, se débloquent. Donc pour l'instant, Metabase, Tableau, Superset. Et donc on a testé les connecteurs, ajusté certains points côté gateway avec les ACL pour que ça fonctionne en toute transparence. Un autre point que je voulais aborder, c'est donc la souveraineté, qui est un enjeu majeur. Et c'est précisément cette architecture qui nous permet d'assurer. Donc avec Trino, on peut interroger plusieurs sources de données en respectant les contraintes réglementaires comme la RGPD. Et donc avec cette architecture multisource, et surtout on centralise la gouvernance des accès. Côté Iceberg, on bénéficie d'un format qui respecte les contraintes d'intégrité, de cohérence et de traçabilité, donc il est ACID compliant. Et surtout, Iceberg, c'est un standard donc, open source, standard ouvert, donc il est lié à aucun fournisseur et donc on n'a pas de vendor locking. Et donc c'est avec cette combinaison de Trino et Iceberg que ça nous permet d'avoir ce lakehouse moderne, souverain et ouvert. Donc pour conclure, cette slide, c'est pour d'abord un moteur SQL multisource, pour résumer. Ensuite, la gouvernance sécurisée et la mutualisation scalable pour les déploiements à la demande. Et enfin, on expose les bonnes données aux bons outils au bon moment pour que ce soit de la BI, le debug ou de l'AML. Et donc tout cela, c'est pour s'appuyer uniquement sur des composants open source. Voilà, donc merci et puis de votre attention et on est disponible pour des questions. Si. Bon, je ne sais pas si on a le temps pour une petite question, sinon on enchaîne, non? Moi, j'ai une petite question. Victor, tu me contredis, mais Trino, aujourd'hui, c'est un peu le standard, un peu comme Postgre est devenu un standard, Trino, c'est devenu incontournable. Donc, on ne peut pas se tromper en choisissant cette brique. Oui, on ne peut pas se tromper. Il y a même des gens qui ont dit le moteur SQL. Oui, je ne vais pas dire que. Oui, non, c'est parce que c'est derrière Athena. Vous connaissez Amazon Athena. C'est Trino derrière. OVH, mais du Trino. Il y a Dell. On a un partenariat avec eux, mais évidemment c'est du Trino. Qu'est-ce qu'il y a HD Insight dans Microsoft, ils mettaient du Trino. Donc il y a des gens qui mettent du Trino en dessous. Bon, ça existe, il y a du Insight. Mais Trino, c'est utilisé. Tous les ans, il y a un Trino Summit en ligne. Je pourrais vous envoyer le lien ou les présentations. Il y a des gros use cases, des grosses boîtes. Je parlais d'Apple. Voilà, ça marche très bien. C'est très actif. Il y a des releases tous les mois. Donc non, on ne peut pas se tromper. Si on veut faire du SQL sur du Lake, voilà. Après, il y a d'autres choses qui existent. Mais oui, il y a d'autres choses qui existent, mais on ne pourra pas se tromper. Ouais. Pas de questions, non? Petite question, c'est une question là. Merci Stéphane. Juste une petite question. Donc, vous disiez en début de présentation no copy. Comment ne pas faire tomber les systèmes sources lorsque ce sont des systèmes de prod? Ouais, alors, bonne question. Comment ça marche? En fait, je vais expliquer un petit peu. En effet, quand je fais une jointure entre mon data lake et ma base DB2 en prod,
ok. Si je fais une requête entre mon data lake et mes clients français dans DB2 en prod, Trino va faire ce qu'on appelle un peu de SQL pushdown. Il va demander à DB2 que mes clients français. Je ne vais pas remonter toute ma base DB2 en mémoire. Okay. Donc on fait un peu de requête sur DB2. Donc ça c'est sûr. Les solutions qu'il y a, il y a du select. Il faut bien qu'on fasse un select sur la base. Les solutions alors nous Starburst, on a des solutions pour faire du caching, mais ce qu'on peut faire avec Trino, direct, c'est par exemple des vues matérialisées. Vous pouvez faire des vues matérialisées. Une vue matérialisée, c'est quoi ? Dans un Metastore, vous faites une vue matérialisée, elle va être matérialisée, stockée dans l'Object Storage, dans S3 HDFS. Vous rafraîchissez ça tous les 5 minutes, 10 minutes, heures, toutes les nuits. Et comme ça, au lieu d'interroger tout le temps le DB2, vous interrogez une vue matérialisée. Alors, ce n'est pas la donnée de temps réel, mais c'est la donnée d'il y a 10 minutes, 1 heure, etc. Après, il n'y a pas de mystère. Hein, il faut que j'interroge ma donnée source pour aller... Voilà, donc, mais il y a des idées pour... Ouais. Ok, merci.